Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Boko Haram a diffusé une nouvelle vidéo sur Internet où son leader historique n'apparaît pas, ce qui pose la question de son état de santé, mais aussi de la guerre des chefs au sommet du groupe djihadiste nigérian. Nous serons en direct dès le début de ce journal avec notre correspondant à Lagos. Les vols ont repris. La Somalie a levé l'interdiction décrétée il y a une semaine sur les importations de khat kényan, cette plante euphorisante très appréciée et abondamment consommée dans la corne de l'Afrique. Les vendeurs kényans se disent rassurés. Et puis, l'invité du Journal de l'Afrique que nous recevons, Gaël Faye, auteur, compositeur, interprète franco-rwandais qui publie son premier roman, Petit pays. On entendra Slamé à la fin de cette édition, mais on parlera surtout de ce très beau livre, encensé par la critique, présélectionné pour le prestigieux prix Goncourt, qui raconte la perte d'innocence d'un enfant de 10 ans, pris en étau entre la guerre au Burundi et le génocide au Rwanda. C'est donc un enregistrement de 13 minutes que Boko Haram a diffusé sur YouTube la nuit dernière. On y voit un homme qui préside les prières de l'Aïd devant des centaines de villageois. Pas de trace d'Aboubacar Shekau, le leader historique. La vidéo qui semble donc accréditer la thèse de l'armée nigériane qui affirme l'avoir grièvement blessé dans un bombardement le mois dernier. Le chef historique de Boko Haram qui a d'ailleurs été écarté de la direction par l'État islamique début août, mais toujours soutenu par une faction du groupe. On retrouve tout de suite Moïse Gomis qui est en direct de Lagos avec nous. Moïse, il semble donc que les changements se confirment au sommet de Boko Haram. Est-ce qu'il y a des changements de stratégie également? Alors effectivement, l'écartement de Aboubacar Shekau par l'État islamique avec la nomination de Abou Mossab al-Barnawi, qui est le fils du fondateur de Boko Haram, donc Mohamed Youssouf, qui avait été tué par la police nigériane en 2009. Donc Abou Mossab al-Barnawi a comme feuille de route de mener des attaques plus dans le sud du pays et dans l'ouest, et de viser les grandes métropoles comme Lagos ou comme Abuja. Alors, le fait que Aboubacar Shekau n'apparaisse pas dans cette vidéo, bien entendu, accrédite la thèse de l'armée nigériane, comme quoi Aboubacar Shekau aurait été mortellement blessé, ou au moins grièvement blessé, mais on ne voit pas Abou Mossab al-Barnawi non plus sur ces vidéos. Et pour l'armée nigériane, qui est en état d'alerte dans tout le pays, on a renforcé la présence de la police, notamment ici à Lagos, et dans les 4 coins de la mégapole, notamment, la population se prête aux flux corporels et aux vérifications dans les 4 coins de la mégapole. Merci pour toutes ces précisions, Moïse Gomis en ligne de Lagos. En pleine période de tension au Gabon, où on attend d'ici une dizaine de jours la décision de la Cour constitutionnelle qui doit trancher le contentieux électoral, le chef de l'État a envoyé un émissaire de premier plan à Abidjan, le ministre gabonais de l'Intérieur, Paco Moubele Boubeya, qui s'est longuement entretenu, vous le voyez, avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Au menu, cet incident diplomatique récent. Le pouvoir gabonais avait accusé un conseiller du président Ouattara d'avoir tenté d'organiser des fraudes au profit de l'opposition gabonaise. Le conseiller qui avait, je vous le rappelle, été immédiatement démis de ses fonctions par le président ivoirien. À la cela fait 7 jours maintenant que Bosco Ntaganda est en grève de la faim. L'ancien chef de guerre congolais a de nouveau refusé ce mercredi de comparaître à son procès pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale. L'accusé, qui se dit prêt à mourir, proteste contre ses conditions de détention et accuse la Cour de ne pas lui accorder un procès équitable. C'était historique à Mogadiscio. La Somalie a organisé un sommet international pour la première fois depuis 40 ans. Une réunion qui a rassemblé hier tous les principaux leaders de la Corne de l'Afrique. À cette occasion, le Kenya et la Somalie ont réglé un différend. Mogadiscio a levé l'interdiction décrétée une semaine plus tôt sur les importations de khat kényan, cette plante euphorisante très prisée dans cette région. Le récit de Laurent Berstecher. L'interdiction aura été de courte durée. La Somalie a décrété mardi la levée de l'embargo sur les imports de khat en provenance du Kenya, une semaine à peine après son entrée en vigueur. Nous nous sommes mis d'accord sur la reprise du transport du khat par voie aérienne. Le khat, dont les feuilles rougeâtres provoquent un effet euphorisant chez ceux qui les mâchent, est très prisé dans la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, où il est consommé par une grande partie de la population. Mais ce sont les voisins, kenyans et éthiopiens,
qui produisent la majorité du khat de la région. La Somalie avait ainsi provoqué la colère des agriculteurs en interdisant toute importation de cette drogue douce sans donner d'explication. Et si la levée de l'embargo rassure quelque peu les producteurs kényans, certains restent inquiets quant à l'avenir de leur profession. S'ils peuvent se lever un matin et décider ce genre de choses sur un coup de tête, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne recommenceront pas? Le khat est illégal dans de nombreux pays européens ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. Mais en Somalie, aucun gouvernement n'a encore réussi à l'interdire complètement. Il avait dénoncé aux Jeux Olympiques de Rio la répression menée par le régime d'Addis Abeba. Le marathonien éthiopien persiste et signe en exil aux États-Unis. Il dénonce une nouvelle fois les autorités éthiopiennes, évoquant un possible conflit ethnique qui se profile. Le récit de Salima Belhadj. Les poings croisés. C'est avec ce geste de défiance que Faisal Ilessa a franchi la ligne d'arrivée du marathon des Jeux Olympiques de Rio. Un geste utilisé par les manifestants dans la région de l'Oromia en Éthiopie contre la privation de leurs terres. Manifestation violemment réprimée par le gouvernement. Ilessa n'est pas rentré en Éthiopie depuis la fin des Jeux par peur de représailles, laissant sa femme et ses 2 enfants au pays. Il a tenu une conférence de presse ce mardi à Washington pour dénoncer l'insécurité dans son pays. En ce moment même, le gouvernement éthiopien tue et réprime son propre peuple. Le gouvernement a tiré sur des manifestants pacifiques qui réclament leurs droits. Plus de 1000 personnes ont été tuées durant les manifestations. L'ONG Human Rights Watch assure qu'au moins 500 personnes ont été tuées par les forces de police, un bilan rejeté par Addis Abeba. Le gouvernement éthiopien prévoit d'exproprier des terrains agricoles autour de la capitale afin de développer les investissements étrangers. Faisal Ilessa a peur que la situation ne s'aggrave encore. Si les choses continuent ainsi, ça ne fait aucun doute que l'Éthiopie sera au bord du gouffre. J'ai personnellement très peur que tout ceci prenne une dimension ethnique comme ce qui s'est passé au Rwanda, où une ethnie s'en est violemment prise à une autre. Faisal Ilessa vit actuellement aux États-Unis avec un visa temporaire, mais ne prévoit pas de demander la résidence permanente. Dimanche, toujours au Brésil, lors des Jeux paralympiques, un autre athlète éthiopien, Tamirou Demisé, a franchi la ligne d'arrivée, les poings croisés. Et on a entendu dans ce sujet évoquer le Rwanda, le génocide au Rwanda. On va continuer à en parler, mais aussi du Burundi avec notre invité Gaël Faye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous vivez à Kigali. Vous publiez votre premier roman qui s'appelle Petit pays aux éditions Grasset. D'ailleurs, c'est le titre d'une chanson que vous avez également composé et qu'on entendra d'ailleurs pendant cet entretien. C'est l'un des grands livres de la rentrée. Je ne vais pas être original, je le dis. Il a été salué, encensé par la critique. Un très beau livre qui a obtenu le prix du roman Fnac et puis qui est présélectionné pour le prix Goncourt. Alors c'est un livre qui est pas autobiographique, même s'il s'inspire un petit peu de votre enfance. Il raconte l'histoire de Gabriel, un jeune métis de 10 ans qui grandit au Burundi, joyeusement, qui fait les 400 coups avec ses amis. Et puis tout d'un coup, son enfance se fracasse contre la guerre, le coup d'État au Burundi et le génocide au Rwanda, puisque sa maman est rwandaise au Burundi. Alors vous avez pris du temps pour écrire ce livre, puisque évidemment les faits se déroulent il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de passer, après avoir écrit des poèmes, des chansons, du slam, de passer au roman, à l'écriture du roman? J'avais envie d'explorer d'autres champs d'écriture. La chanson est un concentré d'émotions et j'avais des thèmes de prédilection déjà dans mes chansons, comme l'exil, le métissage, la guerre, la région, le Burundi, le Rwanda. Des thèmes qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre. Exactement, donc je voulais déployer ça sur du long cours avec un roman. Alors Gabriel, donc ce jeune garçon, on voit qu'il tente en fait, quand la guerre éclate au Burundi, il tente de rester neutre. Il le dit d'ailleurs, je ne suis ni Hutu ni Tutsi, ce ne sont pas mes histoires, il le dit à son groupe d'amis. Et pourtant, petit à petit, on voit que la guerre finit par l'emporter, par emporter ce groupe d'amis qui se désintègre un petit peu. Est-ce que cette problématique-là, est-ce qu'on peut rester neutre finalement dans cette région face à un conflit entre deux ethnies ? Malheureusement, non. Lorsque la guerre arrive, lorsque la violence arrive, elle nous plaque des identités. Et c'est le grand drame de ces enfants, c'est que eux n'ont pas conscience qu'ils ont des identités et le monde des adultes va leur plaquer ces identités et certains, comme Gabriel, vont refuser de les endosser et d'autres vont
faire le jeu des adultes et au lieu de jouer aux petits soldats, devenir eux-mêmes des petits soldats. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez pris du temps pour écrire ce livre. Il sort à un moment où le Burundi, le pays où vous avez grandi, traverse une période extrêmement difficile, sombre dans la violence. Certains craignent qu'il y ait à nouveau une guerre civile qui éclate dans ce pays. Et il y a la toute dernière phrase du livre qui dit « Je ne sais pas comment cette histoire finira, mais je sais en tous les cas comment elle a commencé ». Est-ce que ça a été aussi un déclencheur pour vous, l'envie d'écrire ce qui se passe actuellement au Burundi ? Je vais vous dire, l'ironie de l'histoire, c'est que j'ai remis le manuscrit terminé à mon éditrice le matin, le jour où il y a eu le coup d'État au Burundi, donc il y a un an. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu un coup d'État. Ce livre termine sur une note d'espoir parce que j'avais espoir que le Burundi enfin connaisse une paix durable, que la région se stabilise. Et malheureusement, depuis un an, les vieux démons ressurgissent. Oui, les tensions ressurgissent effectivement. Dans ce livre, donc, beaucoup d'autres thématiques, comme celle du métissage, de l'exil, puisqu'on disait la maman de ce Gabriel est une Rwandaise exilée au Burundi. C'est le cas de votre maman aussi. Un petit mot juste sur la France, parce que vous êtes français, vous le dites dans ce livre, c'est compliqué d'être français dans cette région. Vous l'avez ressenti, vous aussi? Oui, complètement. Quand j'étais petit, on me renvoyait à cette identité en me disant que j'étais coupable de ce qui s'était passé au Rwanda, et je ne comprenais pas. Et oui, je pense qu'il y a eu des compromissions de la part de certains politiques français dans ces régions-là. Alors on va terminer, vous l'aviez promis, par un slam. Je vous laisse le micro, Gabriel Faye. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise à se demander c'est quoi la télé ? C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'1 million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Merci beaucoup, Gaël Faye. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Et puis, je conseille à tout le monde, effectivement, de lire ce livre de Gaël Faye, Petit pays. Merci de nous avoir suivis.